Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver encore ce samedi. Et oui, nous sommes bien là, toujours fidèles au rendez-vous, bien que l'heure soit à l'actualité sportive. En effet, la Coupe du Monde a commencé il y a 2 jours et les Lions indomptables du Cameroun sont entrés dans l'arène hier. Ils ont malheureusement perdu leur premier match face au Mexique sur le score d'1-0. Mais nous ne sommes qu'au début de la compétition. Il faut accepter la défaite. Le meilleur reste à venir. Tout est encore jouable, donc gardons espoir. Maintenant, revenons à nos moutons, comme on dit dans le jargon populaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous parlerons de l'héritage et des conflits qui s'en suivent. Et comme invité, je reçois cet après-midi Monsieur Missi Michel, un habitué désormais de ce plateau. Il était déjà avec nous la semaine dernière. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV. Je suis encore ravi d'être ici pour partager avec le panel, n'est-ce pas, l'un des sujets qui est d'actualité, celui de l'héritage. Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons apporter à chacun de nous notre modeste contribution à comprendre ces différents concepts qui composent, n'est-ce pas, ce qui entoure ce phénomène-là. Ouais. Alors, j'ai à ma gauche Diane Denard. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi également. Je suis heureuse, comme d'habitude, d'être là cet après-midi pour partager, échanger, comme j'aime bien dire, apprendre des autres et surtout donner également de ce qu'on sait, surtout au sujet de ce sujet qui est véritablement... Au sujet de ce sujet, j'aime bien ça. Si vous voulez, au sujet de cette question de quel héritage en fait, et qui est une question qui divise beaucoup de familles. Donc moi je pense que c'est un sujet qui a été bien choisi et qui répond effectivement à un besoin social qui doit certainement intéresser beaucoup de personnes qui vont nous regarder cet après-midi. Oui, beaucoup de gens se sentent concernés, probablement. Donc, on va rappeler que la ligne sera ouverte dès 14 h. Vous aurez la possibilité de nous donner vos avis ou alors d'apporter des témoignages à partir de 14 h. Alors, Maître Bondje, avocat au barreau du Cameroun, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey et bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité une fois de plus à votre table pour consommer ces repas après une défaite cuisante de nos valeureux Lions. Comme disait De Gaulle, ce n'est qu'une... On est qu'au début de la compétition. Voilà, ce n'est qu'une défaite, c'est la bataille qu'on a perdue, mais on n'a pas perdu la guerre. Et je crois qu'ils vont revenir et nous apporter, comme disait le premier Camerounais, beaucoup de vibrations. Voilà, il faut garder espoir. Il y a quelqu'un qui a d'ailleurs dit que le Cameroun va remporter cette Coupe du Monde. Moi, j'y crois fermement, en tout cas. En tout cas, sa dignité se joue par là. Ouais. Alors, on espère que les Lions indomptables feront une bonne compétition. De toute façon, on leur souhaite bonne chance. Voilà, bonne chance à nos lions, en espérant qu'ils ne deviendront pas lionceaux ou alors des chatons. Ils doivent hériter quand même ce qu'ils ont eu à l'époque. Vous savez, on a eu quand même des vibrations très fortes. Nous disons on a envie de rêver à nouveau quand même. Tout à fait. On espère qu'ils nous feront plaisir lors de cette compétition. Voilà. Alors, on va parler de l'héritage aujourd'hui et des conflits, comme j'ai dit, des conflits qui s'en suivent. Maître Bondje, comme d'habitude, on va commencer par la définition pour que tout le monde, que tous ceux qui nous regardent puissent très bien comprendre de quoi on parle. Ils seront un peu déçus parce que la définition est fort simple. Elle est fort simple. Il faut d'abord commencer par entourer un peu cette notion en disant que dans nos tribunaux, et même pas seulement dans nos tribunaux, un peu partout dans le monde, le problème d'héritage pose des problèmes énormes. Pourquoi ça pose des problèmes énormes? Parce que le plus souvent, c'est lui qui a constitué la masse des biens. Vous voyez venir, il n'est plus là. Et donc, les autres qui viennent, c'est un peu comme dans la forêt, lorsqu'un arbre tombe, vous voyez tous les autres arbustes, chacun cherche à grandir le plus vite. Ici, il y a une course folle vers l'acquisition des biens qu'un autre a pu travailler. Mais il faut dire que dans ce domaine-là, il y a quand même une réglementation, on reviendra tout à l'heure, pour dire dans la définition que l'héritage est fort simple. L'héritage, c'est quoi? C'est l'ensemble des biens transmis pour cause de mort. Et pour aller beaucoup plus loin, il y a parfois une similitude qu'on fait entre l'héritage et la succession. Sauf que la succession, ici, englobe plus de choses que l'héritage. L'héritage étant tout simplement le patrimoine que celui-là a laissé. Et si on part quand cet héritage-là, justement, commence à prendre fin, il faut dire, comme nous tous nous avons vécu la dernière fois, la canonisation d'un pape. Tout le monde veut être canonisé, mais personne ne veut mourir. Je suis sûr que si on arrête quelqu'un là, on dit on va te tuer, on te canonise, il ne va pas accepter. Mais lorsque quelqu'un est mort, tout le monde est content qu'il soit canonisé. Donc, disons tout simplement que l'héritage où la succession s'ouvre dès lors qu'une personne meurt. Mais on va plus loin dans le droit en disant qu'il n'y a pas que la mort constatée, il y a aussi deux notions
qui permet d'ouvrir la succession d'une personne, l'absence. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis de longues années et qu'on soupçonne de ne plus être en vie, on peut ouvrir sa succession après un certain nombre d'éléments judiciaires et juridiques qu'on encourt. Il y a aussi la disparition. Si quelqu'un a disparu dans des circonstances de telle sorte qu'on croit effectivement qu'il est décédé, on peut aussi ouvrir sa succession. Sauf que dans les deux derniers cas où je viens de vous indiquer, si la personne réapparaît, il y a un certain nombre d'éléments qui vont entrer en jeu. C'est vrai que les fruits qu'on a joués avant vont rester pour la personne, mais il faut dire que quand la personne revient, on est obligé de lui restituer un certain nombre de choses. Mais ça pose toujours des problèmes, par exemple, pour le mariage. Lorsque la femme, on constate que vous êtes mort, donc la femme peut se remarier. Alors, il y a un certain nombre de problèmes. Et je vous indique que ce sujet que vous avez soulevé, on peut passer une année dessus à épiloguer parce que c'est extrêmement vaste, c'est extrêmement enrichissant et c'est la base de beaucoup de conflits sociaux, surtout dans nos contextes traditionnels où le frère, ou le père, ou le cousin, ou l'oncle, où tout le monde estime à bon droit que lorsque vous n'êtes plus là, ils doivent venir prendre ce qui vous appartient. On verra si le droit le leur permet dans les débats. On va en parler tout à l'heure avec vous sur ce plateau. Jeanne Donat, quelque chose à rajouter? Au niveau, simplement pour compléter ce qu'a dit Maître, c'est qu'il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que quand on va parler d'héritage, c'est justement quand la personne justement qui a rassemblé les biens est déjà décédée. Donc il n'y a pas d'héritage tant qu'il n'y a pas de mort qui a été constatée effectivement. Maintenant, donc, on va voir tout au long de cette émission justement qui sont les personnes qui peuvent bénéficier justement des biens, des biens que font l'objet de l'héritage. Quel est le rôle de la femme également? La femme qui est conjointe de l'époux, par exemple, décédé, quelle est la part qu'elle a dans l'héritage de son mari? Est-ce que la femme peut hériter? On va voir ça tout au long de cette émission. Est-ce que les enfants peuvent hériter? Est-ce que la femme peut hériter? De toute façon, on va en parler dans quelques minutes. L'héritage, pourquoi tant de conflits? C'est le thème dont nous débattons cet après-midi. Justement, je voudrais qu'on parle de ces conflits-là, qu'on essaye de parler des différents conflits qu'engendre ce problème d'héritage, Michel Missy. Oui, en fait, comme disait Maître Bondé, le problème d'héritage est un problème qui est criard, qui est dans nos sociétés et aujourd'hui qui sème beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de conflits dans les familles aujourd'hui. On a des familles qui se déchirent, qui volent carrément en éclats à cause de ce problème d'héritage. Parce que, en fait, moi, je me dis que autour de cette... En fait, au-delà de l'héritage, il y a le testament, n'est-ce pas? Il y a le testament. On ne peut pas parler de ce problème d'héritage sans parler de testament, sans parler même de la loi qui vient entourer même ce véritable concept-là. On parlera de testament. Mais moi, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu aujourd'hui. Comment voudriez-vous que quelqu'un qui est décédé et qu'aujourd'hui une famille soit en train de se déchirer, parfois même par ignorance, parce que la loi vient recadrer tout ceci, parfois par ignorance, et il faut même ou alors par refus, parce qu'il y a des gens qui refusent carrément d'appliquer ce qui a été écrit par le défunt. Non seulement le problème qui se passe, même mon Dieu ne va pas me démentir, c'est que même parfois le testament est discutable, parce qu'il y a certaines personnes qui laissent un testament, et malheureusement pour le notaire ou un avocat qui le suit, il n'a pas pris tous les contours, n'est-ce pas? Il n'a pas mis tous les contours pour encadrer, n'est-ce pas, tous les héritiers, tous les ayants droit, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a l'ignorance et il y a aussi que parfois le testament qui est fait est mal monté. Il est mal monté et ça fait que lorsque post-mortem, on a des problèmes qui se posent entre des frères. Ça engendre forcément des problèmes. Forcément de conflits dans des familles, encore aujourd'hui. Alors, Maître Bondé, quelles sont les conditions pour laisser un héritage à sa progéniture ou alors à sa femme? Là, on revient justement à la base et en revenant sur les conflits qu'il a évoqués, vous vous souvenez, on a vu un feuilleton, enfin pas un feuilleton, on a vu un court-métrage ici, la succession de Wabodefo. Où effectivement vous avez eu des personnes qui négociaient avec les notables pour la succession de ce chef et malheureusement ceux qui négociaient pour succéder n'ont pas succédé. Celui qui a négocié même pour ne pas succéder, c'est lui qui a succédé. Et cela démontre à peu près les tractations qui peuvent être après votre décès. Mais sur le plan, revenons sur le plan purement juridique, tactique, il faut reconnaître que la transmission de ces biens pour cause de mort, parce qu'il faut aussi faire la différence entre la transmission entre vifs. La transmission entre vifs, on parle de donation, c'est-à-dire que de votre vivant, vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un. Sauf que la loi vous dit, il y a deux parties, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible et la réserve héréditaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
donner tous vos biens ou vendre tous vos biens, il y a une partie qui doit être réservée à vos futurs héritiers. Et là aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire que celui qui a tout vendu, effectivement, après lui, les héritiers peuvent venir revendiquer la réserve héréditaire. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est dans la transmission après votre décès. Cette transmission a deux phases. La première phase, c'est que vous faites un testament. La deuxième, c'est que vous ne faites pas de testament. On parle de succession ab intesta. C'est là où il y a tous les conflits, le plus souvent, mais ces conflits qui doivent être réglés par la loi. Maintenant, lorsque vous faites votre testament, il y a officiellement, ou j'allais dire légalement, il y a trois formes de testament. Il y a ce qu'on appelle le testament holographe, c'est-à-dire qu'un testament écrit de vous, de votre main, daté et signé. Vous faites bien en parler, mais parce que je vais vous demander comment on rédige justement un testament. Tout à fait. Oui. Ce testament-là, vous devez le rédiger étant saint d'esprit. C'est-à-dire que vous ne devez pas le faire quand vous ne savez pas ce que vous faites. Vous devez être saint d'esprit, vous devez l'écrire vous-même. Vous devez le signer et le dater. Parce que ces éléments seront justement analysés après vous. S'il n'y a pas de signature, il est nul. S'il n'y a pas de date, parce que à partir de la date, on peut connaître effectivement si c'est vous. Par exemple, vous signez un testament et vous mettez une date, mais vous êtes mort avant. Ça veut dire que c'est un faux testament. On regarde votre signature, on regarde même votre écriture, on vérifie effectivement que c'est vous qui avez fait ce testament. Il y a la deuxième forme, qui est ce qu'on appelle le testament authentique. C'est-à-dire que vous vous rendez chez un ou deux notaires, en présence d'un ou de deux notaires, vous faites donc rédiger votre testament, vous leur indiquez, ils sont comme des témoins, et parfois en présence des témoins, ce testament-là, vous le rédigez donc, et vous le faites garder, soit par un notaire, soit par vous-même, mais il est rédigé en présence de ces notaires. La troisième formule qu'on appelle le testament mystique, lui, effectivement, il est rédigé et mis dans l'enveloppe. Que vous déposez chez un notaire, personne ne connaît, même pas le notaire, il ne connaît ce qui est à l'intérieur. Vous seul, vous savez ce que vous avez mis dans votre enveloppe. Et on ne va l'ouvrir qu'après votre décès. Ça, c'est le troisième. Mais il y a un mode que beaucoup n'emploient pas et que j'aime indiquer, c'est le quatrième mode, qui est généralement dans nos sociétés traditionnelles, c'est le testament oral. Le testament oral, c'est-à-dire que vous appelez votre famille, ou du moins les grands représentants de votre famille, vous leur dites, si je ne suis pas là, voilà comment ça va se passer. Telle maison, c'est telle, tel abri, c'est tel, monsieur, c'est ceci. Or, on peut considérer ces paroles-là comme un testament aussi. Tout à fait, c'est un testament, parce que le testament, c'est quoi? En fait, c'est les dernières volontés de celui qui est parti, et qui doivent être conseillées quelque part. Ça peut être conseillé parce que l'Afrique est orale, ça peut être conseillé dans la conscience de ceux qui ont l'obligation de réglementer. Et il faut dire que ce n'est pas seulement les biens. Vous pouvez même tester sur vos funérailles, comment vous devez être enterré ou être enterré, ce qu'on doit faire. Vous l'écrivez. Le quatrième, j'allais dire, ce mode de transmission testament oral a des difficultés parce que la preuve est difficile. Et c'est là où toutes les tractations se passent. C'est lui qui a eu mission, par exemple, de gérer après vous. Il peut faire du chantage aux enfants selon les intérêts des uns et des autres. Maintenant, si vous n'avez pas fait cela, si vous n'avez pas fait un testament, encore que si vous le faites, si ça obéit à certaines règles, et on dit le testament c'est une convention, c'est un contrat qui a aussi les conditionnalités du contrat. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions du contrat soient remplies, même si c'est un contrat unilatéral. Si ce n'est pas rempli, eh bien les héritiers ou les futurs successibles peuvent attaquer ces testaments et démontrer effectivement que ce que vous avez dit, ou ce n'est pas vous qui l'avez dit, ou vous avez été contraint à le dire. Donc on peut attaquer le testament. Maintenant, il se trouve que la deuxième phase, vous n'avez pas fait de testament. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens ne font pas de testament. Parce que dans la conscience populaire, quand vous faites le testament, ça veut dire que vous allez mourir. Personne ne veut mourir. Et donc, ne demandez pas à un jeune de 40 ans de faire son testament. Il pensera que vous voulez qu'il ne vive plus. Vous voulez le tuer. Vous voulez le tuer. Donc, beaucoup ne font pas de testament. Et lorsque vous ne faites pas de testament, on est dans la succession ab intesta. Et à ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. C'est-à-dire qu'on vous dit comment, qui peut succéder et comment ça va être succédé. Et il faut, pour revenir au testataire, c'est-à-dire celui qui a fait son testament, il faut dire que le testament étant un contrat, une convention, il est inscrit dans les articles 1134 de notre Code civil qu'une convention doit être légalement établie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas écrire des clauses qui vont à l'encontre même de la loi. Par exemple, déshériter quelqu'un comme cela ou dire que celui-ci ne peut pas. Par contre, la loi reconnaît ce qu'on appelle les causes d'indignité. Les causes d'indignité, c'est quoi? C'est des occasions où
la personne peut perdre son héritage parce qu'il s'est comporté d'une certaine manière. Et ce qui est retenu par la loi, le code civil, c'est d'avoir attenté à la vie ou d'avoir tué celui qui est décédé ou d'avoir proféré des menaces. Et la jurisprudence a élargi. Par exemple, vous insultez votre père à tout bout des champs, vous le traitez de tout. La jurisprudence est allée jusqu'à dire vous prenez même la femme de votre père, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui est établi pour que vous soyez indigne de succéder. Et lorsque c'est établi, même si vous êtes susceptible, héritier principal, vous perdez votre héritage. Maintenant, il y a un autre élément, j'en sors par là, qui voudrait que vous ne soyez pas obligé d'hériter. Parce que, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est la transmission du patrimoine. Et le patrimoine n'a pas que du bien, c'est-à-dire les biens. Il y a aussi les dettes. Donc, vous héritez et des biens et des dettes. Donc, vous pouvez... Lorsque vous constatez que cette succession, cet héritage vient plutôt vous créer des problèmes, vous pouvez renoncer à la succession de tel ou tel autre pote. Vous renoncez à l'héritage. Il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité, mais vous devez le faire dans un certain nombre de délais et vous devez le faire en justice. Oui. Alors, on a la possibilité de renoncer à un héritage, mais est-ce que justement, Michel Missy, les parents ont obligation de léguer des biens à leurs enfants, à leur progéniture? Oui, en fait, si votre question est bien fondée, les parents, je crois, ont l'obligation. J'aimerais avoir votre point de vue. Ensuite, maître, va nous dire ce qu'il en est. Mon point de vue, c'est que les parents ont l'obligation de léguer les biens à leurs enfants. Mais sauf, n'est-ce pas, des cas complexes, comme maître Bondieu venait de le dire, des cas où il faut être digne d'hériter de son parent. Il faut être digne. Il ne faut pas être un enfant qui soit un enfant délinquant, un enfant qui insulte son père ou sa mère à chaque bout de champ. Je pense qu'il faut être digne. Mais je pense aussi que les parents ont le droit, n'est-ce pas, ont le devoir même de léguer leur bien à leur enfant. Oui. Maître Bondieu, sur le plan juridique, qu'est-ce qu'il en est? Je vous l'ai dit, je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc vous comprenez qu'une fois que vous faites des enfants, ou tout simplement une fois qu'il y a des successibles, vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus libre de gérer vos biens comme vous l'entendez. Donc, il y a un droit de succession, d'héritage qui s'établit. Mais seulement, ce droit-là suit l'ordre, ce qu'on appelait l'ordre de succession. C'est-à-dire qu'il vient avant quoi? On indique, par exemple, il y a 6 ordres de succession, un peu pour aller très rapidement dans ce volet. Et il faut dire, et c'est là même le début des conflits, pour dire pourquoi il y a trop de conflits. Vous savez, quand vos parents vous élèvent, vous devenez quelqu'un de très important, ils ont espoir sur vous. Et le plus souvent, la première des choses, c'est qu'ils vous accaparent. C'est-à-dire vous devenez comme une propriété de votre famille. Parce qu'on sait qu'on a fait beaucoup, et surtout nous connaissons en Afrique, beaucoup concourent pour que tel devienne ceci ou cela. Et en retour, on attend beaucoup de vous. Or, les conflits commencent quand vous venez leur dire « je prends déjà une femme » parce qu'on sait ce que c'est. Cette femme qui va venir, qui va bloquer la famille, qui va jouir une personne qui n'a jamais été là. Quand vous étiez malade, une personne qui n'a jamais été là. Dans les difficultés, c'est la famille qui a supporté le père, la mère, le grand-père, le cousin, la tante, l'oncle. Et elle vient maintenant jouir du fruit que tous les autres ont travaillé. Le problème commence par là. Et vous verrez que dans d'autres familles, et c'est là aussi un autre conflit, dans d'autres familles, vous verrez que les femmes n'accouchent pas. Parce que juridiquement, une fois que vous avez un enfant, tous les autres sont exclus de la succession. Ça veut dire que si vous mourrez, tout revient à l'enfant. Et donc, ceux qui sont avisés dans nos familles disent, bon, ok, on arrête le ventre, et c'est simple. Pourquoi on arrête le ventre? Parce qu'effectivement, vous allez voir que dans le deuxième ordre de juridiction, de succession, il vient effectivement les parents, donc les ascendants et les frères. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, vos biens reviennent automatiquement aux parents en concurrence avec vos frères. Et donc, vous comprenez toute la guéguerre du mariage et le contrôle de la femme qui arrive chez vous. Le troisième ordre de juridiction, quand vous n'avez pas d'enfants, parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, si vous avez les enfants, que ce soit les enfants légitimes ou naturels, ça exclut les autres. À chaque fois qu'on est dans un ordre de juridiction, les autres s'écartent. Le deuxième ordre de juridiction, je vous l'ai indiqué, c'est les ascendants et vos frères.
Donc, si vous n'avez pas de père ni de mère, si vous n'avez pas de frères, on va au troisième ordre de juridiction qui effectivement va englober cette fois-ci les oncles, les tantes, les cousins, etc. On redescend donc, si vous n'avez pas tout ce beau monde-là, on va au quatrième, donc ceux qui sont éloignés, donc les ascendants, on parle de privilégiés ou quelque chose, ceux qui sont éloignés, toujours descendent. Il faut savoir que la succession va d'abord dans le sens du sang. Et c'est ceux qui n'héritent pas dans le sens de l'alliance, c'est-à-dire que ce n'est pas vos beaux-frères qui viendront hériter. Et donc, s'il n'y a pas tout ce beau monde, s'il n'existe pas, c'est là où on tombe au cinquième ordre de juridiction qui est la conjointe. Et pourquoi on n'a pas mis la conjointe parmi les priorités de succession? Vous savez, il y a un modèle qui est fort simple. Vous savez aujourd'hui que si un député meurt ou un sénateur, son suppléant ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'on estime que le suppléant peut tuer le titulaire pour prendre sa place. Or, quand il meurt, vous ne prenez pas sa place, on refait les élections. C'est un peu dans ce sens qu'on s'est dit avec les ambitions, avec les volontés, si la femme doit hériter. Quand je dis la femme, hein, ça peut être l'homme, parce que c'est le conjoint. Mais si le conjoint doit hériter, parce qu'il peut tuer l'autre. S'il venait en premier, Maître Bonja a construit des immeubles, il a beaucoup de trucs. Bon, dis donc, j'ai mon gigolo qui est là à côté, lui, je m'en fous, mais on le tue. Et on prend tout, on hérite. Donc on l'a mis en dernière position, qui est la cinquième. Maintenant, si même la femme, vous n'aviez pas, vous n'avez personne, les biens reviennent à l'État. Donc chaque ordre de juridiction exclut l'autre. Or, les conflits naissent pourquoi? Les conflits naissent d'abord par celui qui, effectivement, est parti. C'est-à-dire que la vie que nous avons en famille fait de telle sorte qu'à un moment donné, vous devenez le pôle de vie de tout le monde. Et chacun ne vit que par vous. Je vais à l'école, c'est mon oncle qui m'envoie à l'école. Si je dois manger, c'est mon oncle qui a payé la nourriture. Maintenant, vous mourrez. Et on leur dit, ce qu'il a laissé là, ça ne vous appartient plus. Vous aviez l'occasion de prendre ces voitures pour vous promener. Les enfants disent, non, aujourd'hui c'est nous. Le gouvernement de notre père est tombé. Notre gouvernement ne vous inclut pas à l'intérieur. Donc, allez vous débrouiller. À ce moment-là, la guerre commence. La guerre commence. L'oncle qui venait toujours donner des instructions, même quand le père était là, il savait que je peux aller dans telle salle, je peux utiliser tel bien. Il n'a plus ce droit. Mais il estime que du vivant de son neveu, c'est lui qui avait la parole dans la maison. Et vous comprenez, quand on met aussi avec les libertés, avec les droits individuels, et avec toute la panoplie des instruments internationaux aujourd'hui où la femme est libérée, parce qu'à l'époque, il y avait les femmes aussi. Après, vous savez que quand votre mari meurt, vous devez faire le veuvage. Et vous connaissez que le veuvage est toujours entouré de rites faits par vos beaux-frères, c'est-à-dire que la famille du mari. Et à travers ces veuvages-là, on vous impose un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus là-dedans. Les femmes refusent même le veuvage. Les femmes ne veulent pas savoir que l'oncle est venu, que la cousine, que votre maman est là, votre père. Le mari est mort, vraiment. Fermez-moi la barrière là, ils vont venir gâter mon gazon. On va dire que c'est l'impact du modernisme. Tout à fait. Le monde évolue, les choses changent. Jane Denard, j'aimerais bien avoir l'avis de Jane Denard. En fait, sur la question, il y a plusieurs niveaux de conflit qu'il faut constater. Le premier niveau de conflit, c'est ce que Maître Bonja a relevé, c'est-à-dire entre la famille même du défunt et l'autre famille. L'autre niveau de conflit, c'est entre les enfants du défunt. J'entends ici par enfant, d'un côté, on aura les enfants qui sont légitimes, de l'autre, on aura les enfants naturels qui ne sont pas reconnus. Et à ce niveau-là également, il peut y avoir des conflits parce que la loi prévoit justement une part. Or, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand une personne décède, il laisse des enfants comme ça, tout le monde estime que je suis son enfant au même titre que l'autre. Or, ce n'est pas vrai. Les enfants légitimes, justement, ont une certaine part que prévoit la loi, contrairement aux enfants naturels non reconnus, j'insiste dessus, qui n'ont pas la même part. En fait, ils ont la moitié de ce que les enfants naturels ont, de ce que les enfants légitimes ont. Donc, il y a ce deuxième niveau de conflit. Là, l'autre niveau de conflit, c'est au niveau, justement, du conjoint. Parce que c'est souvent un peu difficile, souvent, et là encore c'est important de parler de haut niveau, de parler du régime matrimonial. C'est très important de revenir dessus parce que quand vous choisissez, vous ne choisissez pas par exemple de régime matrimonial. Le régime matrimonial ici, c'est-à-dire choisir, soit c'est la communauté des biens, soit c'est la communauté des meubles et acquis, soit c'est la séparation des biens. Si quand vous ne choisissez pas, ce qui se passe c'est que c'est la communauté légale qui vous est appliquée, qui est la communauté des meubles et acquis. C'est ça qu'on vous applique. Maintenant à ce niveau-là, normalement la loi prévoit que la femme a le conjoint a la moitié du patrimoine avant qu'on passe l'autre moitié à
à l'héritage en fait. Or, ce qui se passe justement, c'est que dans les familles, ce serait difficilement compréhensible, surtout quand c'est l'époux qui est décédé et que c'est la femme qui est vivante, qu'elle puisse avoir, par exemple... D'accord. D'accord. Je veux bien insister au niveau de la femme d'abord, parce qu'à ce niveau-là, c'est souvent un peu plus difficile. Quand c'est l'homme, très souvent, quel que soit le régime matrimonial, on le laisse faire, on considère que de toutes les façons, c'est lui qui est maître, qui gère le patrimoine de la famille, on laisse qu'il gère. Mais quand c'est la femme, c'est un problème parce qu'on a toujours comme cette psychose-là qu'elle est incapable de gérer un patrimoine normalement et donc on considère que pour elle d'avoir la moitié d'un gros patrimoine, surtout quand il était riche. Parce que disons-nous bien que les conflits n'interviennent que quand le patrimoine est important. Ça veut dire quand il y a beaucoup de biens dans ce patrimoine, il n'y a pas de dettes. Mais quand il y a beaucoup de biens, beaucoup plus de richesses... Généralement, hein, parce que même quand il n'y a pas grand-chose, on voit quand même des familles se déchirer. Hein. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est quand il y a des biens qui sont mis en cause. Parce qu'une personne qui décède et vous faites le tour de ses comptes bancaires, vous vous rendez compte que ce n'est que bourré de dettes, tous les comptes sont au rouge. Vraiment, tout le monde fuit. Personne n'est là pour discuter des questions d'héritage, en fait. Parce que là, on va vous demander, réunissez-vous pour rembourser, au moins pour que ça ne pèse pas justement sur les personnes qui doivent peut-être qui était indiqué pour rembourser cela. Donc il y a ce troisième niveau de conflit-là également et qui est très très important de relever ici parce que, disons-nous bien, il y va de la solidité même de la relation familiale et de la relation de couple. Parce que si on considère que les deux personnes, de leur vivant, ont travaillé ensemble, main dans la main, on regardait dans la même direction pour construire ce patrimoine-là. Comment expliquer que quand l'une va décéder, on va dire que non, l'autre de son côté n'a pas le droit de continuer la gestion en fait. Je trouve qu'au niveau de la loi également, il y a quelque chose à revoir dans ce sens-là parce que les deux principales personnes qui interviennent dans la construction de ce patrimoine-là, ce sont les époux. C'est l'homme et la femme qui construisent ce patrimoine-là. D'autres personnes qui nous regardent cet après-midi vont dire que non, de toutes les façons, moi, elle reste à la maison, la femme, elle reste à la maison et moi, je vais travailler tous les jours. C'est sûr que même quand elle reste à la maison, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle fait la blanchisserie. C'est toujours du boulot parce que si on dégage de l'argent, c'est sûr que vous aurez payé des personnes pour faire cela. Donc en réalité, toutes les deux personnes concourent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi inversement. Il y a des femmes qui travaillent, leur époux ne travaille pas. Donc les deux personnes travaillent donc à construire ce patrimoine-là. Moi, je trouve qu'au niveau de la loi également sur l'héritage, il faut revoir cet article-là. Il faut revoir cet article-là pour permettre aux deux principales personnes qui travaillent pour construire un patrimoine de véritablement jouir, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou bien que ce soit les deux à la fois. Parce que rendez-vous compte, quand vous dites que le conjoint n'hérite pas, autrement dit, simplement dit, c'est ce que M. Bondier disait, Maître Bondier disait tout à l'heure. Je dis ça en termes simples. Il a dit beaucoup de choses, mais pour les personnes qui nous suivent, ça veut dire que le conjoint n'hérite pas. Ça veut dire que vous décédez, votre conjoint ne va rien hériter de ce que vous avez laissé, surtout quand c'est dans le cas peut-être de séparation ou bien de communauté des acquis simplement, ou dans le cas où la communauté légale ne vous est pas appliquée. Or, je dis ceci, c'est injuste, Maître Bondier, puisque vous êtes au barreau du Cameroun. Vous allez discuter avec lui. Il n'y a pas de problème. Oui, en fait, alors, Michel Messi, on devrait privilégier le conjoint ou alors la conjointe selon vous? Non, en fait, on a parlé du conjoint. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Je pense qu'il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Et c'est pas Maître Bondier qui l'a dit, hein, c'est la loi. C'est la loi. Nous avons la loi. Oui, mais justement, cette loi-là est peut-être à revoir. Oui, nous allons même plus loin. Nous allons même plus loin pour les considérations populaires, c'est-à-dire traditionnelles, qui voudraient que la femme elle-même, en tant qu'enfant, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent encore, que c'est de la femme en tant qu'enfant n'hérite pas. Carrément, quoi. Carrément du patrimoine laissé par le défunt. Moi, je voudrais profiter pour dire aux téléspectateurs qui nous regardent que la femme, effectivement, qui est un enfant, qui peut hériter, n'est-ce pas, de son père ou de sa mère. Il faut bien qu'on le comprenne. Et moi il y a plusieurs personnes qui m'expliquent ça au quartier. Moi, j'ai fort bien, c'est-à-dire que j'essaie de leur expliquer que non, la femme hérite en tant qu'enfant, en tant qu'héritier ou héritière. Bon, maintenant, moi, je voulais rebondir sur quelque chose. Hein, parce que tout à l'heure, la définition de Maître Bondier, quand il disait l'héritage, c'est l'ensemble des biens. Et tout à l'heure, il a donné les limites à cette idée en disant qu'on peut hériter du patrimoine. Le patrimoine n'est pas que seulement actif. Tout à fait. Hein, le patrimoine est passif. Et c'est là où, n'est-ce pas, on voit celui qui est véritable enfant. Hein, celui-là, vous allez voir quelqu'un qui dit, ah non, moi, je ne peux pas hériter parce que de l'autre côté, c'est rouge au niveau des banques. Et il y a des dettes par-ci, par-là. Et il faudrait qu'on revoie la définition de l'héritage. L'héritage n'est pas seulement l'ensemble des biens.
Hein, c'est même culturel. Oui, culturel. Tu vois, elle peut être culturelle, parce que moi, je connais des gens qui font... Moi, je connais des familles, parce que nous avons ici parlé des familles qui sont nantis, mais il y a des familles moins nantis et qui ne sont même pas nantis, où il y a un problème d'héritage. Oui. Parce qu'on parle du nom. Ce n'est pas que dans les familles nantis. Hein, et on a un problème culturel, on a un problème de reconnaissance. Parce que moi, je connais des familles où l'héritage ne s'est basé que sur le nom du Missi, par exemple. C'est-à-dire que je prends un exemple fort clair, le nom de Missi, qui est l'administrateur des biens. Parce que le mot administrateur, on a l'impression, on peut administrer, on administre le patrimoine, on peut administrer le passif, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'ensemble de ce que le défunt a pu avoir. Mais je me dis qu'il faut repenser ça. Il faut repenser la définition même de l'héritage. Tout à repenser, Maître Bongier, quand même. Oui, c'est la femme qui est au quotidien avec son mari. Ou alors, ou alors son mari, le mari qui supporte sa femme au quotidien. Alors, comment est-ce que le conjoint n'hérite pas? Maître Bongier, il faudrait revoir... Je vais non, pas revoir la loi. La loi est claire là-dessus. Il a commencé à donner des solutions. C'est d'abord dans notre mental. C'est dans notre mental et je vais un peu vous surprendre. Vous savez que dans l'héritage, dans la succession, parfois on hérite même des femmes. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Allez dans nos sociétés traditionnelles, vous verrez que le successeur hérite des femmes. Et à partir de cet instant, la femme, c'est un bien. C'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure, avec la panoplie des instruments internationaux, la liberté aujourd'hui individuelle et la connaissance des femmes, il y a un certain nombre de choses qui commencent à sortir de la tête. Vous allez remarquer, Audrey, que le plus souvent, quand la femme a les biens, on l'a déjà indiqué sur ce plateau, les parents exigent toujours le régime de séparation des biens. Parce que dans tous les cas, on a toujours tendance à croire dans nos mentalités que la femme amène les biens de la famille ailleurs, puisqu'elle va aller en mariage. Les biens qui ont été acquis par la famille, ça va partir. Et c'est ça qui poussait, moi je pense. C'est les hommes, parce que les hommes sont censés rester dans la famille. Donc les femmes, si elles risquent d'amener chez un gigolo ou un autre qui va partir. Ça va même beaucoup changer. Pourquoi? Parce que nous qui sommes là aujourd'hui, nous ne pouvons pas tester en disant que ma fille telle n'hérite pas. Nous considérons tous les enfants comme tels. Et nous savons ce que c'est l'héritage. Maintenant, pour répondre à la question des conjointes, il faut dire que la loi est claire. L'héritage concerne la part de celui qui est parti. L'héritage ne concerne pas la masse des biens constitués par le couple. Et c'est pour ça que là, c'est gratuit. Hein. Ailleurs, je n'aurais pris les honoraires. C'est pour ça que je conseille aux femmes aujourd'hui, généralement, lorsqu'il y a décès de votre époux, quand vous demandez le jugement d'hérédité, demandez toujours la liquidation du régime matrimonial. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est la liquidation du matrimonial. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est la liquidation du régime matrimonial. Ce qui vous revient, puisque la majorité sont, comme elle a dit, dans le régime de communauté des biens. On va d'abord vous donner votre part dans le travail que vous avez fait avec votre mari, et c'est la part du mari où il y a la succession. Et à ce niveau, vous reverrez comme usufruitière. On n'a pas dit qu'elle n'a rien. Il y a l'usufruit quand même qui est réservé à la femme mariée et qui a perdu son mari. Donc elle revient dans l'autre part. Vous voyez qu'elle a même plus que ce que les autres discutent. Elle est même plus gaillante. Mais c'est un problème mental, c'est un problème psychologique. C'est aussi un problème d'aller vers les techniciens. C'est-à-dire quand vous voulez faire des choses, allez chercher les techniciens qui savent comment ça se passe. Les gens demandent l'hérédité, ils discutent avec les autres, mais ils oublient qu'ils devaient d'abord demander la liquidation du régime matrimonial. Maître Bongier, je voudrais savoir si l'ordre de naissance ou alors le droit d'aînesse prévaut au moment du partage. Je vais aller dans ce sens en disant ceci, en disant que, vous savez, nous sommes dans des sociétés traditionnelles où on dit toujours quand vous avez un an de plus, vous êtes le père de celui qui vous suit. C'est-à-dire que si je suis plus âgé que vous, je suis censé être votre père. Donc vous guidez. Le droit d'aînesse peut être considéré ici comme un droit de regard beaucoup plus mieux. Si vous avez par exemple votre père vous laisse à 3, vous avez 25 ans, le deuxième a 10 ans, le troisième a 5 ans. Qui est mieux habile de gérer la succession, c'est celui qui a 25 ans.
Mais cela ne veut pas dire, administrer les biens ne veut pas dire que les biens vous appartiennent. C'est ça le drame dans nos sociétés aussi. Administrer les biens, ça veut dire les gérer, les conserver, mais pas les disposer. Oui. Vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas détruire. Et vous avez les comptes à rendre aux autres héritiers. Vous devez leur rendre compte. Et le véritable problème qui se pose, effectivement, c'est au moment où vous mourrez, la loi prévoit qu'on puisse faire l'inventaire. D'abord, quand quelqu'un meurt, qu'on scelle ses biens. On doit se laisser. C'est ce que prévoit la loi. On doit faire l'inventaire de tout ce qu'il a laissé. Or, nous-mêmes, avant de mourir, est-ce que ces biens-là, on les établit clairement? Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes bancaires que personne ne connaît. Oui. Il est le seul à connaître tous ses comptes bancaires. Il y a des gens qui ont construit des maisons partout, là, donné la petite aux cousins, etc. Mais il reste le propriétaire. C'est-à-dire qu'il a donné pour jouir, il reste le propriétaire. Personne n'est au courant. Donc le travail d'inventaire de l'ensemble des biens se trouve bloqué. De telle sorte que c'est lui qui a la chance. Parce que c'est la course aussi. Pourquoi doit sceller les biens, y compris les papiers? Parce que généralement, ceux qui sont avisés, quand vous mourrez, la première des choses, c'est de prendre tous les titres, de prendre tous les documents qui démontrent où vous avez les comptes bancaires, où vous avez les terrains. Et il conserve ça avec lui. Les autres ne savent rien. Un jour, il va aller prendre ceci ou vendre cela. Et comme on connaît que notre société est gangrénée par les phénomènes de corruption et autres, il va se délester de ses biens. Vous n'êtes au courant de rien. Ça fait donc de telle sorte que le jour où vous vous mettez au courant que votre père avait tel, c'est déjà distrait. Oui. Et là, il y a des conflits. Ça peut venir, comme elle indiquait tout à l'heure, des successifs, des héritiers. Oui. Donc le plus intelligent, comme je disais tout à l'heure, celui qui a 25 ans, son frère a 10 ans, il va dire avant qu'il ne grandisse, donc moi je vais... J'aurais déjà tout dilapidé. Hein. J'aurais déjà tout dilapidé. Mais ça part déjà de la source. Et je vous indique, j'ai discuté avec quelqu'un de très haut placé, qui a beaucoup de biens, et on discutait de la succession. Il m'a dit, moi j'ai pris toutes les dispositions pour que ma succession n'ait pas de problème. Il m'a dit, mes enfants, ils ont ceci. Bonne éducation, le compte bancaire, j'ai réservé ceci ou cela. Mais je lui ai indiqué, après votre mort, ou tout simplement, vous connaissez vos enfants. Mais il y a un élément qui vous échappe, ou deux. Le premier élément, c'est qu'ils sont encore vos enfants, donc sous vos ordres. Ils ne sont pas encore dépendants. Quand quelqu'un est dépendant, il a sa vie et sa vision qui peut être différente de la vôtre. Le deuxième élément est que ses enfants vont se marier. La fille va avoir un mari, le garçon va avoir une femme. Et dans la discussion ou dans l'amour de ces enfants-là, le conjoint de ton enfant peut dire que moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi ton frère est devant et moi je suis à Ilobi? Pourquoi ton père lui a laissé le terrain à quoi? Et toi tu as donné le terrain à ton passé? Je ne suis pas d'accord. Et devant cet amour qu'ils comblent ensemble, il peut commencer là. Parce qu'il doit satisfaire sa femme. Ou cette femme qui est aussi ambitieuse, elle dit, mais pourquoi? La maison qui est à Paris. La succession. Les typologies. Ça veut dire que qu'on reverse post-mortem, n'est-ce pas? Moi, je me dis que c'est parce que à votre vivant, de votre vivant, vous devrez, n'est-ce pas, en marche pour que il y a au courant de ce qui doit. Je voudrais que le testament ne soit pas quelque chose qui soit... Justement, je voudrais lui indiquer, comme il m'a interpellé, que vous savez, chez nous on dit 9 enfants, 9 tribus, manière de voir la vie. Quand vous êtes là, il vous respecte. Parfois, il vous suit. Mais ne croyez pas qu'il est avec vous toujours. Sa manière de voir. Et lorsque vous faites un testament, c'est au regard d'un certain nombre d'éléments.
Vous pouvez voir un enfant qui a la capacité de gérer, par exemple, votre magasin. Oui. Vous dites, il faut... La preuve, donnez à vos enfants, à chacun, 10 000, observez-les pendant un mois. Il y a ceux qui vont... Depuis sur ce plateau, alors un administrateur des biens peut-il à long terme hériter ou succéder en lieu et place des héritiers et successeurs légitimes? Ça va dépendre en fait. Si un administrateur peut succéder à la place des autres, ça va dépendre. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il est administrateur et à un autre, il deviendra héritier? Comment ça va se passer en fait? C'est un cas de figure qu'il faut véritablement, ça prendra du temps pour mettre ça sur pied, dire tu es temps pour mettre ça sur pied, dire tu es administrateur, tu deviens héritier. Il y a beaucoup de... On a 3 enfants. Il y a un qui a 25 ans, il y a l'autre qui a 10 ans et le dernier enfant a 5 ans. L'administrateur, on a noté ici, là, c'était celui qui a 25 ans. Alors que dans le testament, en réalité, la plus grande part d'héritage revient à celui qui a peut-être 5 ans. Et peut-être 25% revient à celui qui a 10 ans et 25% également à celui qui a 25 ans. Comment ça va se passer pour que celui qui a 25 ans devienne... Enfin, dans ce cas, il est déjà héritier. Donc, c'est difficile encore de dire qu'est-ce qu'il y a un autre moment, à moins qu'on ait plutôt désigné un administrateur qui soit autre que les principaux héritiers. Donc, ça va dépendre, en fait. Oui, en fait, Audrey, pour revenir à ta question, je n'ai pas bien compris, parce que tout à l'heure, tu posais la question de savoir est-ce que les enfants peuvent hériter ou même, en fait, peuvent hériter également. Oui. N'est-ce pas? Et je pense que si je reviens sur ce qu'elle venait de dire tout à l'heure, j'ai l'impression, sur ce qu'elle vient de sur ces déclarations, que, pour revenir sur ta question, l'âge est... le partage sera proportionnel, n'est-ce pas, à l'âge de chacun. Je pense que ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste pris, comme j'expliquais tout à l'heure pour répondre à la question d'Audrey, j'ai pris un cas de figure simplement et j'ai donné des proportions comme ça fictives qui n'ont rien à voir avec ce que prévoit la loi. Bon, moi, je pense que pour répondre à la question d'Audrey, si là tu viens de m'éclaircir, qu'un administrateur est né autre qu'un héritier au départ. Comme les autres enfants. Dans ce cas-ci, j'ai expliqué ceci. On ne peut pas tous parler au même moment. Je précise encore mes propos. J'ai dit ceci. Dans le cas que Maître Bondji a pris tout à l'heure, je suis allée d'abord sur cette base-là, les 3 personnes, l'un des enfants est également héritier. Mais maintenant, j'ai dit qu'il peut arriver des cas où on a un administrateur qui est désigné par la loi qui n'est pas parmi les héritiers. Ah, ok. Alors Michel ici, Maître Bondji nous dit qu'un administrateur des biens n'est pas forcément un héritier. Pas du tout. Parce que vous savez, au moment où on hérite, on peut être enfant. C'est-à-dire qu'on peut être mineur, pour parler logiquement. Et vous savez qu'un mineur ne pose pas des actes. Il faut donc quelqu'un qui va poser les actes à votre place. Et c'est pour ça qu'on nomme les administrateurs des biens de la succession. Parce que si vous êtes tous, encore que même si vous êtes tous majeurs, vous êtes à ce qu'on appelle les divisions. Et quand vous êtes dans les divisions, il faut quand même qu'il y ait une personne, parce que vous tous, vous ne pouvez pas gérer au même moment. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère, mais qui rend compte aux autres. Vous pouvez donc choisir, lors du jugement d'hérité, quelqu'un d'entre vous qui n'est pas forcément l'aîné. Vous êtes tous majeurs, vous pouvez choisir celui qui est libre, celui qui est disponible pour gérer les biens laissés par votre père, quitte à ce qu'il vous rende compte. Si vous êtes mineur, généralement, l'administrateur des biens, c'est le conjoint survivant. C'est-à-dire qu'on donne l'administration au conjoint survivant. Mais le rôle du conjoint survivant n'est pas de gérer comme c'est bien.
c'est de gérer pour le compte des autres, quitte à leur rendre compte, parce qu'il y a la reddition des comptes quand ils deviennent majeurs. Quand ils deviennent majeurs, vous devez leur rendre compte de ce qui s'est passé, de leurs biens. Si maintenant vous voulez utiliser un des biens là, vous devez vous adresser au tribunal. Par exemple, les enfants sont mineurs, il y a de l'argent laissé dans les comptes bancaires, mais vous ne pouvez pas avoir accès parce que vous n'avez pas tous les documents nécessaires. Il y a ce qu'on appelle les avances douaries. C'est-à-dire que vous saisissez un conseil qui saisit le tribunal et qui demande en fonction des besoins de la succession. Les enfants doivent par exemple aller à l'école et beaucoup de gens ne le savent pas. Ils doivent aller à l'école. Le juge va donc par ordonnance autoriser qu'il soit fait une avance sur le patrimoine laissé par le découvert pour que les enfants aillent quand même à l'école. Et vous, l'administrateur qui demandait, demain vous devez faire la reddition des comptes à ces enfants. Il peut arriver qu'un bien soit vendu. Par exemple, un bien a été hypothéqué par une structure bancaire et quand on a entendu que quelqu'un est mort, on presse la succession pour vendre le bien parce que sûrement vous ne payez plus votre part. Ne payez plus le crédit. À ce moment, ceux qui sont coincés, ils peuvent demander l'autorisation au tribunal, justement, de vendre le bien pour payer le crédit et le reste, continuer à gérer la famille. Vous ne pouvez rien faire en tant qu'administrateur sans l'accord des héritiers, ni dans le cas où ils sont encore enfants, sans l'accord du tribunal. Donc, l'administrateur, comme dans les sociétés, dès que là pour gérer, il peut être associé comme il peut ne pas être associé. Donc, dans le cadre du débat, il peut être héritier comme il peut ne pas être héritier. Voilà, mais il faut être nommé par le tribunal. Voilà, on va rappeler qu'il est 14 h. Donc, la ligne va être ouverte. Monsieur le réalisateur Ngando, on espère bien qu'on pourra avoir les appels. Le numéro de téléphone va certainement s'afficher au bas de vos écrans dans quelques instants. Donc, vous pouvez bien évidemment apporter votre contribution à ce débat. Alors, Michel Missi, on constate que le problème d'héritage est plus présent dans les familles, dans les foyers polygamiques. Là, c'est la guerre. C'est des enfants qui se déchirent. C'est des épouses, ou alors les co-épouses, je ne sais pas comment on devrait dire ça, des épouses qui se bagarrent. Oui, si déjà dans une famille monogamique, oui, si déjà dans une famille monogamique avec des enfants, n'est-ce pas, qui peuvent être hérités de façon égale, combien de fois dans une famille polygamique où il y a déjà partage entre les femmes, les différentes femmes et leurs enfants. Je pense que la tension y est encore accentuée, il est encore vraiment criard. C'est difficile, c'est difficile. Moi, je connais des gens qui disent, bon, je ne peux pas être polygame, parce qu'en fait, le problème de la polygamie, c'est un problème d'héritage. Ça a beaucoup trait au problème d'héritage, au problème des biens laissés par les femmes. Quand on entend polygamie, on passe forcément à l'héritage direct. Oui, puisque... Problème d'héritage. Effectivement, oui, dans notre imagerie populaire, c'est-à-dire que dans notre culture, une culture traditionnelle, on se dit que quand on parle de polygamie, on parle effectivement, forcément d'héritage. Et c'est un problème qui revient de plus souvent aujourd'hui encore malheureusement, dans nos différentes familles. Déjà, lorsqu'on a une femme, c'est pas facile avec des enfants, les mêmes enfants qui ont un même père, même mère. Combien de fois, lorsque nous avons 2 ou 3 mères avec des enfants, vous savez comment nos sociétés, nos femmes font des enfants ici. Je pense que ce n'est pas facile. Comment, pardon? Non, je dis... Non, moi je n'insulte pas macho, hein, je n'insulte pas les femmes, mais je dis... Alors là, tu as heurté la sensibilité des jeunes dames. Non, je parle d'une culture purement africaine. Ok, Michel Messi. N'est-ce pas, le lit de l'Africain, il est très fécond, nous le savons bien. Voilà, nous le savons bien. Donc, donc je n'ai rien à voir, enfin, je n'ai rien contre les femmes africaines, ou à moins contre les femmes camerounaises, encore les femmes qui sont sur ce plateau. Je dis tout vous avez intérêt, hein? Oui, en fait. Je risque que vous sortiez de ce plateau. Contre pour les femmes. Parce que le plus souvent, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de conflits de succession sont organisés par les conjoints survivants. Pas seulement les femmes, je vois la tension. Il ne faut pas avoir peur de les évacuer. C'est les femmes. Les femmes, je veux dire que la proportion est beaucoup plus importante pour toutes les femmes. Moi, je voulais amener le débat sous un autre angle. Le débat sur l'angle d'abord des femmes de la succession d'un homme qui n'a eu qu'une seule femme, et celle qui a eu plusieurs femmes. Le débat est fort difficile au niveau de la succession. Mais ce que je voudrais indiquer
d'abord pour les enfants et pour les femmes. Alors, Maître Bondji, excusez-moi de vous couper. Hein. On a un souci avec notre santé, donc je vais communiquer le numéro de téléphone par lequel les téléspectateurs peuvent intervenir. C'est le 75 38 53 08. Vous ne pourrez malheureusement pas l'avoir au bas de vos écrans. On a un petit souci technique. Donc, vous pouvez nous joindre par le 75 38 53 08. Oui, Maître Bondji. Oui, je disais qu'il faut considérer le testament de quelqu'un qui est parti, qu'il soit apte ou qu'il soit légal. Comme cette note d'un maître ou d'un professeur à la fin de l'année. Vous savez, quand vous vivez avec des gens, ils vous observent. C'est comme un père, il observe toujours sa progéniture. Il sait qu'il fait quoi. Les reproches qu'il vous fait tout le temps, ne faites pas ceci, faites l'école, attention à cela, tout cela joue à la fin de sa vie. Où il commence à voir qui fait quoi dans ma famille. Et tout peut partir de là pour un testament. Ce n'est pas toujours au hasard qu'un papa peine à mettre que cet enfant ne doit pas hériter. C'est qu'il y a eu un problème. Et le problème peut partir de lui comme il peut partir des autres. C'est pour ça que j'interpelle aussi les femmes qui peuvent jouer un mauvais rôle auprès d'un homme. Pourquoi? Parce que le premier conseiller d'un homme, c'est sa femme. C'est la femme, bien sûr. Et lorsque vous donnez des indications toujours mauvaises à un homme, vous voyez votre fils là, c'est un fait. Les
questions. Alors, la première question, c'est celle de savoir si jamais, n'est-ce pas, le père était considéré comme un sorcier et qu'il vous devine comme un héritier. Est-ce que c'est possible de l'accepter ou pas? Alors, si le père était considéré comme un sorcier, oui, si le père était considéré comme un sorcier... Si le père était considéré comme un sorcier, oui. Comme un sorcier et qu'il vous devine comme un héritier, comme son héritier, est-ce que je dois l'accepter? Au risque d'être aussi considéré comme un sorcier ou alors refuser? Au risque qu'il vous transmette sa sorcellerie? Oui. Bien. La deuxième question, avant que je vous laisse, Oui. dans le cas où, n'est-ce pas, le bénéficiaire, plutôt, excusez-moi que je reformule ma question. Oui. Dans le cas où, n'est-ce pas, de l'assurance vie, si le bénéficiaire de cette assurance vie désignait se trouver être la personne du souscripteur de l'assurance, à qui revient finalement l'héritage de l'assurance vie? D'accord. C'est tout, Ruben Francis? Ça sera tout? Oui, ce sera tout. Merci. Merci de rester fidèle à ce programme. Hein. Merci d'apporter votre contribution chaque fois que vous en avez l'occasion. Alors, Maître Bondier, Oui, vous allez répondre aux deux questions de Ruben Francis. On va rappeler que la ligne reste ouverte. Hein. Pour ceux qui veulent nous joindre, le numéro de téléphone, c'est le 75 38 53 08. Alors, 75 38 53 08. On a encore quelques minutes devant nous. Donc ouais, je disais que j'admire toujours cette rhétorique de Ruben Francis qui nous met en difficulté dans les thèmes. Mais il nous pose dans des problèmes réels qui se sont d'ailleurs posés. Est-ce qu'on peut succéder à un sorcier? D'abord, il faut dire que la succession ici, ou l'héritage ici, c'est entre le sorcier et sa progéniture, c'est-à-dire soit ses enfants, soit sa famille. Quelqu'un peut être considéré comme sorcier alors qu'il n'est pas vu sorcier par ses enfants. Il ne sera sorcier que si l'enfant le considère comme sorcier. Et si un enfant vous considère comme sorcier, la première des réactions, c'est qu'il n'a même pas besoin de ce que vous laissez. Il va refuser. Mais si c'est les autres qui disent, encore que il y a des gens qui ont succédé à leur père sorcier. Oui. La deuxième question, il a posé une deuxième question, maître. Oui, sur la deuxième question, c'était encore... Alors, au niveau de l'assurance. Au niveau de l'assurance vie, vous savez, la fraude corrompt tout si on est même au courant qu'effectivement vous avez tué une personne pour avoir bénéficié de la prime d'assurance, l'assureur même ne va pas vous payer. Hein? Et ensuite, il y a toute la problématique sur le plan légal pour vous écarter du bénéfice de cela. Parce qu'on a parlé des causes d'indignité tout à l'heure, effectivement, vous ne bénéficiez pas. Mais ils sont souvent au courant. Mais c'est vrai que je n'ai jamais compris cette succession qu'on peut faire, n'est-ce pas, de sorcellerie, n'est-ce pas, d'un transfert de sorcellerie entre une personne et une autre. Mais on est en Afrique, hein, Michel Missi, on a souvent entendu dire ça. C'est-à-dire que quand un grand sorcier du village meurt, décède, enfin, quand je dis grand sorcier, tout le monde sait qu'il est, tout le village sait que c'est un sorcier. On les appelle ça relève vraiment du domaine. Lorsqu'il décède, généralement, on dit qu'il transmet, hein, il transmet. Mais la transmission n'est pas physique. Même les notables, à un de ses enfants. Même les notables, on a souvent entendu dire ça. On a quelqu'un en ligne. Bonjour, bon après-midi. Zingangula, bon après-midi. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que Zinga a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Oui, Zingangula n'a pas pu faire le déplacement de Bruxelles à Paris ce samedi. Mais il nous regarde depuis la Belgique, je crois, depuis Bruxelles. Particulièrement ce samedi, je regarde depuis la Belgique parce que là, avec la grève des transports en commun, des trains à grande vitesse entre Bruxelles et Paris, on est totalement planté, on n'a pas le choix. Mais bon, déjà bonjour à Karim Diandena, bonjour à monsieur Michel Missi, et puis encore bonjour à monsieur Ahmed Sobondier. Hein. Merci, bonjour. Un anniversaire particulier à madame Judith Tuala. Alors, s'agissant des conflits conséquents au partage d'un héritage ou alors aux dissensions pouvant apparaître dans un ordre de succession, il faut déjà préciser que dans la règle, seul le conjoint survivant et les enfants se partagent l'héritage du défunt, étant bien précisé qu'on hérite légalement de certaines quantités en nature ayant appartenu à un défunt, mais qu'on succède aux qualités qui étaient celles du défunt. Alors, le conjoint survivant peut demander à recevoir l'intégralité du patrimoine du
défunt en usufruit. Dans ce cas, la propriété de ce patrimoine sera partagée à part égale par les enfants. Et à l'évidence, le conjoint survivant peut aussi faire le choix de recevoir un quart du patrimoine du défunt en toute propriété. Et dans ce cas, les 3 autres quarts seront partagés à part égale en toute propriété aux enfants. Alors, ceci est la règle dans les sociétés où la polygamie est totalement proscrite, contrairement à notre société camerounaise où elle est légale. Alors, autre précision que je dois apporter, c'est que dans la plupart des sociétés européennes, et ceci dans le but de contrecarrer la possibilité d'exclure arbitrairement certaines personnes d'un ordre de succession ou d'héritage, les ayants droit et à une succession ou alors à un héritage ont obligation de prouver de leur capacité de pouvoir acheter la valeur matérielle d'un héritage. L'objectif ici, visé par le législateur dans cette disposition, qui découle évidemment d'une longue jurisprudence acceptée en Europe, c'est de valoriser la qualité d'un héritage et de garantir leur effectivité dans un ordre de succession établi. Mais moi, j'aimerais terminer pour notre panéliste et poser une petite question. Ce que dit généralement le législateur et que prévoit le législateur au Cameroun exactement, s'agissant du partage de l'héritage ou de la définition de l'ordre de succession pour ce qui concerne les situations de polygamie. Est-ce que le partage des biens se fait au prorata de l'apport de chaque épouse et en respectant l'antériorité du mariage? Merci beaucoup. Très bon samedi et certainement la fois prochaine sera en France. Au revoir, Zingo. J'ai saisi la question en lui renvoyant notre merci pour ses interventions qui nous apportent un plus et dire qu'il a même répondu à la question à la fin. C'est la proportionnalité. On ne peut pas mettre sur le même panier une épouse qui a fait 20 ans et celle qui vient d'arriver il y a 5 ans. Il y a facilement que l'autre a beaucoup travaillé. Et là, il faut encore aller dans le régime matrimonial pour savoir qui a signé quoi. Est-ce que c'est le régime de communauté des biens aux acquets ou bien c'est la séparation des biens? Mais il a répondu lui-même à la question. Je crois que ça répond. Voilà. Justement, Jane Dona l'a évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais que, Maître Bondier, vous reveniez dessus. Les enfants hors mariage, peuvent-ils prétendre à l'héritage et dans quelle proportion? Je crois que Jane Dona l'a évoqué en début d'émission. Tout à fait. Justement, lui-même, il a commencé, Zingangoula, tout à l'heure, à donner des proportions. Je vous ai indiqué au début. Que prévoit la loi camerounaise? Oui. C'est ça qui nous intéresse. Non, la loi camerounaise, justement, ne met pas sur le même pied d'égalité les deux. Les enfants légitimes et les enfants naturels n'ont pas la même proportion. Les enfants légitimes, ça dépend du nombre. Du nombre, je vous prends tout simplement, lorsqu'ils sont 2, ils ont le 3 quarts, et l'enfant légitime a le 1 quart. L'enfant naturel. L'enfant naturel, oui. Et il faut aussi que l'enfant naturel soit reconnu par celui qui est décédé, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance post-mortem. Ça, c'est clair. Maintenant, sur le plan international, les enfants sont sur le même pied d'égalité, de par les instruments internationaux. Donc, il y a ce conflit entre ces instruments et la loi interne. Alors, une dernière question. On a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Monsieur le réalisateur Ingando, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô, bon après-midi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Non, apparemment non. Alors, Jane Dona, au cas où l'un des héritiers, sans l'approbation du reste hypothèque, le titre foncier par exemple, le reste est-il contraint dans le cas d'un terrain par exemple de le céder au créancier? Non, il faut dénoncer. C'est comme toute autre transaction en fait. En réalité, vous exercez un droit que vous n'avez pas. Si vous exercez un droit que vous n'avez pas, ça veut dire que légalement, vous tombez sous le coup de la loi, donc vous êtes en train de frauder. Donc dans tous les cas, les autres peuvent simplement aller dénoncer cette personne-là et que ce droit-là justement ne sera pas reconnu. Donc il n'a pas ce droit d'hypothéquer un bien si normalement dans les conditions qui sont, si ce sont les biens par exemple de la commune, s'ils sont encore tous dans l'indivision en fait, il n'a pas le droit d'hypothéquer un bien alors que ce bien-là ne lui appartient pas à lui seul en propre. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Oui. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Dans l'émission. Vous êtes en direct, madame. Pardon? Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Oui, bon après-midi. Bon après-midi à vous. Comment vous appelez? Amanda. Oui, alors on vous écoute, Amanda?
Oui, alors moi je trouve que c'est bien beau d'expliquer tout ce que vous expliquez. Oui. Au niveau de la loi, ce qu'il y a à faire. C'est Oui. bien beau de nous expliquer comment la loi fonctionne en termes d'héritage. Mais Oui. si seulement le tribunal, les tribunaux, les juges pouvaient vraiment exécuter ce qui se dit dans la loi et dans le droit. C'est scandaleux ce que nous vivons, nous, les héritiers dans nos successions. Oui. Ce que vous expliquez, on l'apprend tous à l'école, hein, c'est ce qui doit être fait. Mais quand nos parents décèdent et qu'on se retrouve, nous les enfants, devant les tribunaux à faire un jugement d'hérédité, la simple pièce normale à faire dans le cadre d'une succession, je vous assure que tout ce que vous dites n'est pas fait au niveau des tribunaux. Je vous assure que nous sommes dans un pays, je ne saurais pas comment qualifier le Cameroun parce que c'est un pays assez spécial quand même. Aujourd'hui, les enfants légitimes sont plus bafoués que les enfants dits naturels. Aujourd'hui, un enfant naturel a plus de droits que l'enfant légitime au Cameroun. Il suffit qu'il ait un peu d'argent et il a tout ce qu'il veut. Et le tribunal vous prouve par A plus B que vous, l'enfant naturel, vous êtes l'enfant bâtardisé. Excusez-moi le terme. Oui. Amanda, vous vivez certainement la même beau. situation. Hein. Je pense que vous vivez la même situation. Alors c'est l'occasion, on a un avocat sur ce plateau, c'est l'occasion de lui poser les bonnes questions. Amanda. Des préoccupations, l'avocat pourra répondre à vos... Alors, moi, je veux bien poser des questions, mais tout ce que... Alors, je veux bien poser des questions aux avocats, mais ils vont me dire ce que moi je sais, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment débat? Parce que ce qu'ils vont nous dire, c'est bien. On le sait, je vais l'appliquer. Moi, dans le cas de nos successions, je suis administratrice. Je viens de mon feu papa que mes frères ont nommé. Parce que je suis un enfant légitime. Ils ont estimé qu'on n'avait pas à prendre une tierce personne pour ne pas engager des frais. Parce qu'il faut aussi payer, il faut savoir qu'on paye ces administrateurs-là. J'ai été nommée, mais aujourd'hui, on a un enfant qui n'a pas été reconnu par notre défunt papa. Aujourd'hui, qui pratiquement le tribunal nous prouve qu'il peut être reconnu je ne sais pas, l'avocat utilisait un terme post-mortem. Si nous reconnaissons pratiquement post-mortem, au Cameroun, on veut nous prouver qu'il peut être reconnu. Pratiquement. Aujourd'hui, je me bats contre vos démarrer, contre tout le monde, parce que malheureusement, notre papa est un homme connu. Donc aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la loi qu'on applique. C'est maintenant une histoire de tribu. On me prouve, il suffit qu'on ne soit pas un juge qui soit bêtise, pour que si l'enfant a un parent bêtise, pour que ce soit très facile. Vraiment, Audrey, je veux poser des questions, mais aujourd'hui, je voulais juste faire un coup de gueule. C'est pas une question. Juste pour dire que tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est bien bon, mais tout cela n'est pas appliqué. Bon Dieu va certainement nous dire ce qu'il faut qu'elle fasse, hein, parce qu'apparemment, la loi n'est pas, dans son cas précis, la loi n'est pas vraiment appliquée. Ce n'est pas appliqué, et nous les enfants, on souffre tant qu'il n'y aura pas de vrai droit au Cameroun, ça ne sert à rien. Oui. Merci beaucoup Amanda Diaoué, un bisou à toute la famille. Alors, Maître Bondier, dans ce cas-là, que faut-il faire? Parce qu'apparemment, la loi, dans son cas précis, la loi n'a pas l'air d'être respectée. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Dans un proverbe très simple, il est indiqué que deux fous qui marchent en discutant vont plus loin que deux philosophes assis en train de discuter. C'est peut-être la question ou le sens qu'elle voudrait dire. Parce qu'elle nous considère ici comme ceux qui sont assis. Non. Mais je voudrais lui indiquer... Je pense qu'elle a un sérieux problème. Hein, oui. Elle a un problème et il faudrait quand même qu'on l'aide. Oui. Mais ce que je peux... Que dans son cas précis, je crois que tout le monde connaît l'affaire. On ne va pas en parler sur ce plateau. Je crois que vous savez, vous connaissez très bien l'affaire. Alors, dans son cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la première des choses que je peux indiquer à un justiciable... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse concrètement? Oui. La première des choses que je peux indiquer à un justiciable qui a des problèmes, c'est voir un spécialiste. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'arcade judiciaire et juridique si vous n'êtes pas assisté. Il faut qu'on apprenne de cela. Et la deuxième des choses, c'est de leur indiquer que les spécialistes, c'est vrai, ça coûte, mais il y a d'autres qui travaillent à amicus curiae quand certains cas sont patents de violation des droits. Il y en a, nous le reconnaissons, mais il faut affronter l'adversité pour triompher. Rien n'est donné d'office. Le droit ne réveille pas les morts, mais le droit punit ceux qui ont tué. Donc il faut qu'on le sache. C'est ce que je peux lui dire, tout simplement.
En fait, voilà. Quoique dans son cas, je crois qu'elle affronte oui, je crois qu'il y a assez l'adversité. C'est un problème d'applicabilité de la loi. Elle a posé le problème assez simple. Et c'est ce que, malheureusement, c'est ce que nous subissons, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons le plus souvent dans nos juridictions ici, le problème de l'applicabilité. La loi est claire et nette, comme nous l'indiquions tout à l'heure, comme l'indiquait tout à l'heure Maître Bondier, qu'on ne peut pas réveiller les morts, on ne peut pas reconnaître un enfant post-mortem. Donc c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas discuter tant que nous avons un cas comme celui-là, un enfant qui n'a pas été reconnu. Un enfant naturel, on l'a même si bien dit dans l'émission, un enfant qui n'a pas été reconnu ne peut pas prétendre à un état. Et même